Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Campus Mag Languedoc-Roussillon. Vous le savez, c'est une heure d'actualité sur la recherche, l'enseignement supérieur en région. Julien, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Eh bien, Damien, toujours un plaisir de te revoir. Après les ponts, à chaque fois, on se revoit toujours. Et donc on est aujourd'hui en direct du Quorum à Montpellier, où se tient une grande conférence internationale sur l'agriculture familiale. Et justement, Jean-Michel Sourisseau, tu es chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, et tu es parmi beaucoup d'autres, mais une des chevilles ouvrières de l'organisation de ce colloque. Donc peut-être quelques mots de présentation sur cette conférence, les sujets qui vont y être traités, les objectifs que vous vous êtes fixés. Merci. Oui, c'est une conférence dont du coup on est en train de célébrer l'année internationale de l'agriculture familiale et il nous semblait important qu'il y ait un événement recherche dans cet agenda international et on a décidé de l'organiser à Montpellier avec l'appui du CGIAR dont on va parler ensuite, avec l'appui du GEFAR aussi, avec l'appui aussi du Forum Rural Mondial dont vous allez parler pendant toute cette émission. Donc l'idée c'était d'avoir des institutions de recherche avec des organisations de la société civile pour marquer un petit peu un engagement de nos institutions sur cette thématique agriculture familiale. D'accord, alors du coup c'est à destination, je sais qu'il y avait une conférence grand public hier, aujourd'hui et demain c'est plutôt un format recherche, organisation paysanne, quel est le public visé ? L'objectif principal c'est quand même de déboucher sur des orientations de recherche et de faire en sorte que la communauté scientifique, en particulier la communauté qui travaille sur la recherche agronomique pour le développement, donc qui est très fortement ancrée à Montpellier et dans sa région, s'engage au-delà de l'année internationale, à vraiment travailler sur ce thème-là. Mais du coup, l'idée, c'était de le faire pas simplement avec la recherche, mais aussi avec l'appui et le regard et la validation d'autres institutions, de la société civile, des décideurs politiques, etc. Mais en même temps, il nous semblait important de faire œuvre aussi de découverte et de mettre en lumière un peu ces formes d'agriculture-là, d'où on a accolé ça avec une conférence un peu plus grand public averti quand même, puisque la conférence est quand même d'un certain niveau, hier soir, qui a réuni quand même pas mal de monde à Montpellier. Et en fait, ça sert à quoi réellement ? De rapprocher les gens ? Le but, l'objectif final, c'est de signer un papier tous ensemble ? C'est de se voir pour discuter de choses particulières ? L'objectif final, c'est de débaucher un agenda de la recherche sur des grandes orientations de recherche. Bien évidemment qu'on ne va pas faire la programmation de chaque institution de recherche qui est là, mais par contre sur des grandes thématiques assez génériques, c'est s'engager à y répondre. Et l'intérêt, c'est aussi d'initier un processus de rencontre entre recherche, société civile et décideurs, politiques aussi, pour faire vivre ces opérations de recherche, pour faire en sorte aussi... On est souvent critiqué la recherche de travailler de façon pas assez pragmatique, pas assez en écho. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est, en plus, cette thématique-là s'y prête particulièrement, de mettre un peu de synergie dans nos travaux. D'accord. Alors en quelques mots, je sais que c'est très compliqué, mais si on doit définir l'agriculture familiale, même si ce n'est pas forcément une notion très fixée, qui est forcément mouvante et qui ne revêt pas des réalités forcément différentes d'un pays, d'une région à l'autre, mais peut-être en quelques mots, l'agriculture familiale se définirait comment ? Alors c'est effectivement une question difficile, et l'agriculture familiale est traversée d'une extrême diversité. Mais ce qui fait sens, à notre avis, c'est la question du travail. C'est que dans des exploitations familiales, c'est surtout du travail familial qui est mobilisé. Et du coup, le travail est mobilisé sous des rapports qui sont aussi des rapports familiaux, des rapports domestiques, plutôt que des rapports salariaux passant uniquement par des contrats et par le marché. Donc c'est ça qui fait la caractéristique première, une des exploitations dans lesquels travaillent des membres de la famille et qui sont aussi pilotés par des membres de la famille, avec une logique de confusion parfois entre le capital d'exploitation et le capital domestique. Donc l'idée, c'est d'avoir une forte conjonction entre ce qu'est la famille et ce qu'est la production agricole. Agriculture familiale, ça fait un peu bio, etc. Ça, c'est un peu ce côté-là Pas forcément. Pas forcément. On a des agricultures familiales qui font du bio, mais pas forcément. Elles sont présentes. Il faut savoir quand même que c'est encore la forme d'organisation la plus répandue dans le monde.
et que si on parle beaucoup de l'industrialisation de l'agriculture, pour l'instant, les exploitations industrielles sont très largement minoritaires à l'échelle de la planète et les agriculteurs familiaux continuent à fournir le plus grand nombre. C'est le premier employeur mondial. C'est 40% de la population active dans le monde qui travaille dans des exploitations agricoles. Donc voilà. C'est aussi cette année internationale, c'est pour aussi marquer la différence entre des formes très industrielles, très capitalistiques de production par rapport à des formes plus familiales. Alors il y a un petit truc à voir. Merci pour ces précisions. En tout cas, surtout beaucoup de courage pour ces 2 jours, parce que c'est en termes d'organisation forcément très lourd. Beaucoup de prestataires de services, de communication. Rassure-moi, vous n'avez pas fait appel à Big Malion pour l'organisation de l'événement Non, on est tranquille sur cet aspect-là. Et voilà, on peut, donc tout ira bien. Juste peut-être dire c'est accompagné aussi de tout un tas de productions scientifiques qui ont été faites, en particulier un dossier Agropolis, puisqu'on est aussi en train de parler à Campus Bac. Il y a un livre édité par les éditions Kouaï qui est sorti. Il y a un dossier Agropolis traduit en 3 langues qui est aussi disponible sur le net et sur vos téléphones portables. Donc il y a tout un tas de productions aussi qui accompagnent cet événement. Ok, il faut une petite vidéo à regarder. C'est parti, c'est maintenant. Merci. Les familles partagent tout. Elles partagent leurs espaces de vie et leurs repas. Elles partagent leurs aspirations, leurs rêves, leurs succès et leurs échecs. À travers le monde développé et en développement, les familles d'agriculteurs récoltent les bénéfices du partage de la charge de travail. Avec plus de 500 millions de fermes dans le monde, l'agriculture familiale est la forme prédominante d'agriculture. Et elle est liée de façon indissociable à la sécurité alimentaire mondiale. Dans l'idéal, les hommes et les femmes devraient avoir accès aux facteurs de production et à l'appui nécessaire pour gérer des activités rurales de production alimentaire, en confiant à leurs enfants des tâches adaptées à leur âge, en dehors des heures d'école et de jeu. Ces familles d'agriculteurs jouent un rôle essentiel en garantissant la santé de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Elles sont partie intégrante des réseaux territoriaux et des cultures locales et stimulent l'économie locale en dépensant l'argent qu'elles gagnent sur les marchés locaux et régionaux. Plus de 70% des personnes exposées à l'insécurité alimentaire pratiquent l'agriculture familiale dans des zones rurales d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Proche-Orient. Ces familles ne peuvent pas exploiter pleinement leur potentiel de production, faute d'un accès aux ressources naturelles, aux crédits, aux politiques et aux technologies dont elles ont besoin. Pour toutes ces raisons, 2014 a été proclamée Année internationale de l'agriculture familiale. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a été invitée à faciliter sa mise en œuvre, en collaboration avec les gouvernements, les institutions internationales de développement, les organisations d'agriculteurs et d'autres organisations pertinentes du système des Nations Unies, ainsi que des organisations non gouvernementales. Avec des politiques agricoles, environnementales et sociales appropriées, l'agriculture familiale peut jouer un rôle majeur dans la lutte contre la faim et la pauvreté, tout en contribuant à la protection de l'environnement et au développement durable. Eh bien, retour direct sur ce plateau de Campus Magalère. On est ici au Corum, vous le savez, pour suivre cette conférence internationale sur l'agriculture familiale qui est co-organisée, on l'a appris juste précédemment avec Jean-Michel Souriceau, par le CGIAR et le Forum Rural Mondial. Le CGIAR représenté ici par Philippe Ellul. Donc peut-être nous dire en quelques mots ce que le CGI représente, ce qu'il est exactement, et puis les recherches que vous menez en matière d'agriculture familiale tournent autour de quel grand sujet ? Oui, tout à fait. Donc le CGIAR, c'est quand même une organisation internationale
centrée sur la recherche pour le développement. Et je dirais que l'agriculture familiale est une thématique transversale, donc qui intéresse tous les programmes du CGIAR. Donc ces programmes sont au nombre de 16 programmes et ils sont menés par 15 centres qui sont distribués de par le monde, donc en Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique, Asie. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est que ces centres travaillent en complémentarité pour aborder des thèmes comme l'amélioration des plantes, du bétail ou du poisson, comme des thèmes portant plus sur la gestion des ressources naturelles ou plus sur les changements climatiques. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que ces programmes sont interconnectés et sont complémentaires. Donc, il n'y a pas seulement un aspect technico-scientifique, mais il y a en plus un aspect politique, un aspect adoption de ces politiques et de ces nouvelles technologies. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que nous partons toujours de la demande locale des agricultures familiales pour essayer de faire remonter ces demandes au niveau de la recherche et de proposer des réponses appropriées. D'accord, donc en fait les agriculteurs familiaux sont pour vous un peu les clients, en tout cas les destinataires finaux de vos programmes de recherche? Tout à fait, les petits paysans et les agricultures familiales, je dirais à 100%. Hein. Donc on est vraiment concerné par cette thématique. Moi j'ai toujours cette question, je reviens là-dessus. L'agriculture familiale, ça fait très papy Copé qui est dans son champ avec sa petite bêche et qui fait ses petits légumes, quoi. Ça fait très sain, développement durable, naturel, c'est vraiment ça que vous... Enfin, on veut tendre vers ça en fait? Je pense que plus que le produit qui est développé, c'est la façon dont l'agriculture est menée et ça peut être sous la forme d'un couple qui travaille sur l'open terre jusqu'à des hectares et des hectares qui sont hérités dans une famille et qui sont en gestion de type entrepreneurial. Donc je pense qu'on a une grande diversité et justement l'intérêt du CGIAR, c'est qu'il faut être à même de répondre à cette diversité en ayant des programmes adaptés à l'échelle de l'agriculture familiale dont on est en train de parler et à sa structure. D'accord. Alors José Osaba, vous représentez le Forum Rural Mondial, vous êtes aussi partenaire de cette conférence. Alors en quoi consiste ce forum? Et je dirais quel est un peu votre rôle autour de l'agriculture familiale? Bonjour. Le Forum Rural Mondial est un réseau mondial avec des associations paysannes, des associations rurales et même des centres de recherche qui sont membres du forum. Et donc c'est une famille très diversifiée. Alors sa vocation, c'est le service aux plus de 2 milliards de personnes, des femmes et des hommes qui sont dans l'agriculture familiale. Il faut ajouter la pêche artisanale, les bergers, même les communautés indigènes sont compris dans cette notion d'agriculture familiale. Alors, en faisant le tour du monde, on avait compris que, en général, ces familles sont à l'abandon. Il y a vraiment très peu. Le CIRAD nous a parfois demandé « Donnez-nous des exemples de pays qui soutiennent l'agriculture familiale ». Il n'y en a presque pas. Donc, le but de l'année internationale de l'agriculture familiale que nous avons promu à partir de 2008, c'est vraiment des meilleures politiques agricoles. Et aussi quelque chose qui est très important pour lutter contre la faim et contre la malnutrition. Nous pensons que les peuples du monde ont le droit de produire directement une bonne partie de leur nourriture. Parce que sinon, c'est très difficile la lutte contre la faim et la malnutrition. Donc, les droits des peuples à produire chez eux une bonne partie de leur nourriture. Et ça, c'est un des grands défis de l'année. Très bien, merci. On a bien retenu ce message que j'imagine que vous allez marteler tout au long de l'année. Merci à vous. Bonne continuation et un bon colloque à vous. Merci, à très bientôt. Pierre-Marie, il se trouve que tu es à l'origine, enfin en tout cas tu as beaucoup contribué à monter cet observatoire mondial des agricultures du monde. Donc évidemment un lieu privilégié pour observer un petit peu les grandes tendances à l'œuvre en matière d'agriculture dans le monde. Et peut-être en quelques grandes lignes nous expliquer ce que représente effectivement l'agriculture familiale, puisqu'on en parle beaucoup là depuis le début de cette émission, mais en gros, quel est le pourcentage de production, de surface cultivée par l'agriculture familiale? Enfin, qu'est-ce qu'elle représente véritablement en fait, par rapport à une agriculture plus industrialisée, s'il fallait l'opposer à une agriculture industrialisée? Ok, merci Damien. Juste pour faire un bref commentaire, cette initiative, donc Observatoire des agricultures du monde, est née suite à la crise alimentaire de 2008, alors qu'on voit s'opposer deux grands modèles, à travers les accaparements fonciers d'un côté et l'agriculture familiale de l'autre côté. Notre souci a été de dire qu'il faut documenter ce processus, il faut pouvoir quantifier justement le nombre d'agriculteurs familiaux, et surtout il faut pouvoir quantifier et mettre en comparaison les performances de ces deux grands types de systèmes.
Et l'objectif de cet observatoire, c'est de mettre en alerte, de tirer une sonnette dans Voilà, le terme watch a un peu cette fonction-là. Et l'idée, c'est d'alimenter le débat politique à partir de données qui soient validées au plan statistique et au plan scientifique. C'est-à-dire reposer sur une définition de l'agriculture familiale. Et à cette occasion, on s'est aperçu que la FAO, au moment où on a lancé l'année de l'agriculture familiale, n'avait pas de définition de l'agriculture familiale, ce qui pose un problème pour la retranscrire dans les statistiques et savoir exactement combien elle pèse. C'est-à-dire que vous voyez une crise alimentaire ou vous voyez un problème sur une denrée, vous allez dire il se passe quelque chose, on va faire quelque chose Pour le moment, on n'en est pas là. On en est à mettre en place les outils méthodologiques qui vont permettre justement de renseigner, de sortir un petit peu des approximations. Alors, les approximations sont très importantes. On sait que c'est massif, mais on ne sait pas précisément dans tel pays combien d'agriculteurs familiaux il y a. On ne sait pas comparer entre les différents pays la proportion d'agriculteurs familiaux et surtout leur proportion par rapport aux autres types d'agriculture. Nul doute que c'est majoritaire, mais on veut avoir des chiffres précis. On veut avoir des chiffres précis pour informer le débat sur les politiques. Et on veut aussi aller au-delà de ce comptage, de cette estimation des grands nombres, pour pouvoir définir quelles sont les performances. Souvent, comme vous l'avez dit, on a des représentations qui sont erronées de l'agriculture familiale. On l'associe à la pauvreté, on l'associe à une façon de travailler qui n'est pas, entre guillemets, moderne. Et donc on veut pouvoir renverser un petit peu ces images-là en documentant beaucoup mieux quel est le poids et surtout quelles sont les performances de l'agriculture familiale. Oui, parce que tu parlais des images, mais il faut peut-être rappeler qu'un grand paysan bosseron avec des hectares et des hectares de céréales, c'est de l'agriculture familiale à partir du moment où c'est de l'agriculture familiale qui a bénéficié à un moment donné de soutien, souvent de soutien public, pour se développer. Et effectivement, au niveau mondial, on a une très grande diversité de situations. Et c'est cette diversité de situations qui parfois pose problème qu'on veut éclairer par des données qui soient le plus objectives possible. Donc c'est-à-dire qu'il y a en ce moment actuellement un gros travail de données qui est mis en œuvre et dont on peut attendre des résultats d'ici... Voilà, il y a un travail méthodologique qui est fait pour être mis en œuvre au niveau de la FAO et on est en plein dans l'actualité parce que même si c'est une initiative qu'on a portée pendant de nombreuses années, par la voix de Marcela Villarreal, on vient d'annoncer que l'Observatoire des agricultures du monde sera un outil pour aller au-delà de 2014, au-delà de cette célébration de cette année, pour documenter les changements en cours dans les structures de production. Parfait. Vous avez un site où on peut retrouver ça ? Oui, il y a un site worldagriculturewatch.org. Très bien. Merci Damien. Beaucoup. Jingle. Sur le plateau, on accueille une doublette argentine-brésilienne. Heureusement qu'on n'est pas sur un terrain de foot, ça ferait des étincelles, donc tout va bien se passer. D'accord, bon. Donc c'est Claudio Reis de Carvalho. Oui, c'est moi. Vous êtes coordinateur du LABEX de l'EMRAPA. Donc l'EMRAPA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique du Brésil. Oui. Un LABEX, c'est-à-dire c'est le laboratoire extérieur, c'est-à-dire que vous êtes accueilli ici à Montpellier. Et Roberto Cittadini, vous êtes chercheur au sein du laboratoire de l'INTA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique pour l'Argentine. Donc vous êtes tous les deux ici accueillis à Montpellier. Vous aussi, j'imagine, Claudio, cette thématique de l'agriculture familiale, et on le sait, on l'a vu encore hier dans la conférence d'ouverture, le Brésil, c'est forcément un sujet très porteur, très politique, on l'a vu dans la discussion. Donc, quel est le rôle d'un laboratoire extérieur ici à Montpellier sur la recherche agronomique ? Qu'est-ce que vous venez faire à Montpellier en tant que Brésilien ? Quelle recherche vous menez ici ? Oui, je voudrais vous dire d'abord que pour caractériser un peu, tout rapidement, bien rapidement, l'agriculture familiale au Brésil, et je voudrais vous dire que nous sommes dans un pays très vaste et aussi avec beaucoup de types climatiques, de sols et aussi avec une diversité ethnique assez importante. Alors, ce qui fait que pour nous, pour caractériser l'agriculture familiale en tant que telle, c'est un peu difficile parfois, ça dépend des régions. Donc je préfère la nommer comme des petites agricultures. Il y a des différences entre les agricultures des pays. Comment ça se passe ? C'est-à-dire au sud, on trouve une agriculture familiale plus proche d'ici que ce qu'on trouve en Europe. Et par contre, si on va vers le nord-est, le nord, c'est tout à fait l'autre chose, c'est tout à fait l'autre réalité. Donc ce sont des gens qui ont des problèmes pour avoir des accès à la technologie, des accès même dans les champs fonciers, et etc. Donc, et même entre les pays voisins, il y a aussi beaucoup de différences. Pour l'Argentine, ils sont tout à fait au sud, mais
Oui, en Argentine, on a l'image de grandes plaines de production de soja OGM. Alors, est-ce que c'est ça l'agriculture familiale en Argentine? Il y a la grande plaine, il y a l'agrobusiness pour l'exportation, mais il y a aussi un secteur que c'est la plus grand nombre des agriculteurs sont l'agriculture familiale. 70% des agriculteurs en Argentine, ce sont de l'agriculture familiale. Et notre institution, l'INTA, l'Institut d'agronomie, de recherche agronomique, priorise beaucoup l'agriculture familiale. Et en fait, depuis 6 ans à peu près, on a créé un institut de recherche spécialisé en développement de technologies pour l'agriculture familiale. Et on pris tous les programmes de développement, d'extension, sont centrés pour l'agriculture familiale, qu'on le considère beaucoup plus congruente que les politiques de développement territorial équilibré et les défis qui ont les gros problèmes qui ont été posés ces derniers jours ici, le changement climatique, etc. Et on sait que ce sont 2 pays où l'agriculture familiale est vraiment promue et surtout il y a beaucoup de politiques publiques pour favoriser l'agriculture familiale. Tout à fait. Je voudrais boucler la question, si vous me permettez. Une grande partie de ce qu'on dit, c'est ici dans cette publication. Et bon, ce qui concerne les LABEX spécifiquement, notre institut ici, nous sommes dans une fonction d'antennage pour chercher des opportunités, des coopérations et pour le développement de recherche des produits qui puissent, en tant que tel, servir à l'agroalimentaire, à plusieurs aspects. On peut retrouver des informations sur tout ce que vous nous dites sur vos thématiques sur un site. Vous avez des sites où on peut revoir un petit peu oui, des informations sur le pays, sur comment ça se passe? C'est sur le site de l'Agropolis, toujours. Agropolis. Il y a cette publication qui vient de sortir. On a en 3 langues, il y a en espagnol, en français et en anglais. Et voilà, nous sommes ici en train de chercher des opportunités de recherche et de coopération pour développer des technologies, des sorties, des issues pour l'agriculture familiale. D'accord. En fait, pour tous les super. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et maintenant, jingle. Allez, retour après le Brésil et l'Argentine, retour en France avec 2 représentants du ministère français de l'Agriculture. Marine Renaudin, vous êtes chargée de mission sécurité alimentaire. Et Bertrand Vibrecht, vous êtes en charge des questions de recherche et d'enseignement à l'international, donc au ministère de l'Agriculture. Peut-être Marine, quel est un petit peu le rôle du ministère de l'Agriculture français sur les questions de sécurité alimentaire? J'imagine que vous travaillez sur des questions internationales, à l'échelle internationale. Comment est-ce que la France s'implique sur cette thématique de la sécurité alimentaire? Le ministère de l'Agriculture et la France plus largement s'impliquent largement sur cette question dans différents forats, notamment la plateforme la plus importante au niveau international sur la sécurité alimentaire qui est le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, où la France a été moteur, notamment dans sa réforme sur la gouvernance de ce comité pour inclure l'ensemble des parties prenantes à la question de la sécurité alimentaire et notamment la société civile et le secteur privé. Donc on est très attaché à cette plateforme et également dans d'autres forats comme le G20. C'est vous qui dites quand il y a un produit qui est pas bon ou de dire il y a des mesures à prendre sur on vérifie que c'est bien le bon produit dans la bonne assiette, etc. Comment ça se passe? C'est vous qui gérez un petit peu ce... Alors je pense qu'au ministère de l'Agriculture, il y a 2 directions très différentes. Enfin, par rapport à ce que vous dites, effectivement, et sur la sécurité alimentaire, souvent on confond sécurité alimentaire au sens large du terme, c'est-à-dire la faim dans le monde, comment faire en sorte que tout le monde ait à manger. Et la deuxième volet, qui est géré par une autre direction du ministère, le volet sécurité sanitaire des aliments, où là il y a toute une politique différente et complémentaire, évidemment. Donc, ce qui n'est pas celle que vous gérez, et notamment au sein du Conseil de la sécurité alimentaire. Bertrand Vibrecht, en termes de recherche internationale, là aussi, quels sont un petit peu les grands enjeux ou les grands objectifs que porte la France en la matière? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale, la France veut, illustrer son savoir-faire en matière, d'accès au savoir, accès aux connaissances des agriculteurs familiaux. On a un processus de développement agricole qui, comme le rappelait tout à l'heure le ministre Stéphane Le Foll,
s'est construit en France depuis 50 ans sur les exploitations familiales. Et donc, on a mis en place tout un dispositif de formation et tout un dispositif de recherche qui permettent de diffuser les connaissances et aux exploitations familiales de se moderniser. Donc, on a des chambres d'agriculture, on a des instituts techniques qui sont à l'interface entre les centres de recherche et les agriculteurs. On a des réseaux mixtes technologiques. Et donc, l'idée, c'est de participer à tous ces grands forats internationaux sur l'agriculture familiale, parce qu'on se rend compte que quand nos partenaires internationaux viennent visiter la France, en fait, en général, ils sont assez séduits par la façon dont ça se passe en France. Et donc, on leur montre un peu comment fonctionne notre enseignement agricole et notre dispositif de recherche agronomique. C'est compliqué de réfléchir à savoir si tout le monde va manger un jour à sa faim dans le monde, pour le coup. Oui, parce que là, on n'est plus forcément dans la recherche, on est parfois, je dirais, dans le pronostic. Et on se trompe une fois sur deux. Et donc, effectivement, un espèce de modèle français en termes d'agriculture familiale, mais qui n'est pas forcément très simple de répliquer partout. Vous l'avez expliqué, il y a tout un système qui l'encadre, une politique agricole commune qu'on ne retrouve pas forcément partout. Voilà, notre idée, c'est que ce n'est pas un modèle. C'est un exemple sur la scène internationale, parmi d'autres exemples, qu'il y a des choses bonnes à prendre dedans. Et on invite nos partenaires, en fait, à venir voir comment ça fonctionne chez nous. Et puis après, surtout, à l'adapter à leur contexte. Et là, il y a tout un travail d'accompagnement qui se fait sur, je dirais, la création de modèles qui soient adaptés à chaque situation particulière. Parfait. Vous avez un site internet? On peut retrouver des choses? C'est le site du ministère, agriculture.gouv.fr. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Jingle. Eh ben écoutez, on parle d'agriculture familiale, prenez le micro, on parle d'agriculture familiale depuis tout à l'heure. C'est intéressant du coup de recevoir des représentants d'organisations de producteurs sur ce plateau. Amadou Sido, vous êtes représentant, vous êtes originaire du Niger, pardon, et vous êtes représentant ici du ROPA, c'est le réseau des paysans, des organisations paysannes et de producteurs d'Afrique de l'Ouest. Et avec nous aussi Dao Tehan, qui nous vient du Vietnam, et où vous dirigez le centre de recherche des systèmes agraires. Alors peut-être quelques mots, Monsieur Sido, pour comprendre qu'est-ce qu'une organisation paysanne comme la vôtre, dans la région Afrique de l'Ouest, porte comme message sur la thématique de l'agriculture familiale. Quelles sont un petit peu vos revendications, les messages forts que vous voulez faire passer ici dans cette conférence? Je vous remercie. Avant d'arriver là, je vais expliquer un petit peu comment nous sommes organisés. Je représente ici ROPA. ROPA, comme vous l'avez dit, c'est donc un réseau des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest. Et elle est structurée avec des membres comme des plateformes des pays membres. Et ces plateformes elles-mêmes, elles ont à leur sein des organisations paysannes où sont représentés donc tous les producteurs dont dispose notre pays. Voilà pour expliquer un peu la structuration. Et donc le ROPA étant un réseau sous-régional, il a pour ambition de défendre justement l'exploitation familiale, l'exploitation agricole familiale. C'est difficile d'être agriculteur en Afrique? C'est facile? Parce que nous, on gaspille beaucoup, on va dire, entre guillemets, en Europe. Vous êtes plus sur la régulation un petit peu plus? Nous ne sommes pas, ce n'est pas être agriculteur qui est difficile, mais comment arriver à une agriculture qui nourrit donc son peuple. Voilà, donc son acteur. C'est ça le plus difficile en Afrique. Il y a beaucoup de défis, les changements climatiques, la mauvaise politique, surtout donc de nos gouvernements en matière d'agriculture. Vous allez voir des grands programmes qui viennent avec des tracteurs par exemple. Mais c'est pas facile, on ne voit pas que ce n'est pas facile pour un agriculteur ordinaire donc d'accéder à ces tracteurs. Voilà, donc ce sont des questions comme ça qui rendent l'agriculture difficile, au point que
les jeunes sont en train aujourd'hui de quitter, dès qu'ils ont des possibilités de travailler en ville pour avoir un petit revenu, les jeunes quittent. Voilà ce qui est en train de désorienter l'agriculture familiale en Afrique. Entendu, donc un problème de désaffection, effectivement. Monsieur Théane, est-ce que vous êtes confronté aussi au même type de problème au Vietnam, de désaffection des jeunes pour le métier de l'agriculture? Oui, en fait, au Vietnam, nous avons une agriculture très intensifiée, basée sur l'agriculture familiale depuis 25 ans. Nous sommes exportateurs mondiaux de riz, de café, de caoutchouc, de noix de cajou, etc. Mais la condition, c'est de plus en plus difficile pour surtout le revenu de plus en plus bas. C'est les conditions de vie des personnes qui travaillent, qui font vivre l'agriculture. Le revenu par travailleur de plus en plus bas parce que le prix d'intrants, le prix de travail augmenté avec l'industrialisation. Et pourquoi? C'est parce qu'on paye moins cher, après on achète moins cher les produits? C'est parce comment ça se fait qu'ils vivent de moins en moins bien puisqu'il y a de plus en plus d'activités? Oui, en fait, le prix d'intrants est plus élevé, mais le prix de vente sur le marché mondial de riz, par exemple, c'est très bas. Donc, le revenu, c'est inadéquat pour les jeunes. Donc, c'est quand même difficile d'attirer, de garder les jeunes dans... Donc, vous cherchez des jeunes pour faire du riz au Vietnam, mais le rôle d'organisation paysanne, c'est de supporter les agriculteurs, surtout les jeunes, de continuer à travailler. Parce que quand même, actuellement au Vietnam, dans l'industrie, on n'a pas beaucoup de travail, d'opportunités. Donc un défi commun d'arriver à attirer la jeunesse aujourd'hui dans les métiers de l'agriculture au Vietnam, en Afrique de l'Ouest aussi. Merci beaucoup à vous. Bon colloque, bonne conférence. Merci. Et jingle. Allez, la parole à une ONG à présent. Christophe Chauveau, vous êtes directeur des programmes de coopération à Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Peut-être quelques mots pour nous présenter cette organisation? Nous développons nos activités dans à peu près une vingtaine de pays du Sud, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Vous accompagnez les producteurs, vous les référencez On travaille en collaboration, en coopération avec des organisations paysannes, le plus souvent, parfois des collectivités locales, pour, depuis le terrain, on va dire, consolider les agricultures familiales paysannes sous différents aspects qui vont de la gestion des ressources naturelles, l'eau, la terre, les forêts, jusqu'à la commercialisation des produits agricoles. C'est difficile, tout à l'heure le monsieur parlait de que c'est pas évident, il y a moins de jeunes, les conditions sont pas évidentes. Vous le voyez vraiment dans le monde entier, c'est une évidence, quoi. Les 500 millions de fermes paysannes qui représentent à peu près 90% des exploitations agricoles dans le monde, ce sont souvent des familles exclues. Exclues de l'accès aux ressources naturelles, exclues de l'accès au marché, exclues des services, exclues de l'éducation, de la santé, etc. Et donc dans ces conditions, il est extrêmement difficile à ces familles et à leurs nombreux enfants de se maintenir. Et on assiste en général à un fort exode rural sur les territoires dans lesquels nous travaillons. D'accord. Alors le personnel qui travaille chez Agronomes et Vétérinaires sans frontières sont des jeunes étudiants qui peuvent venir s'impliquer dans votre association pour partir sur le terrain? Ce sont des ex-étudiants qui sont des professionnels qui peuvent être vétérinaires, agronomes, mais tout aussi bien sociologues, économistes. On a un recrutement assez large autour de ces problématiques, encore une fois, de la gestion des ressources et de la structuration des filières agricoles et des services. Et alors, quels sont un petit peu les programmes phares que vous menez? Si vous pouviez nous donner quelques exemples de programmes que vous menez. C'est d'appuyer, en fait, créer les conditions pour que les familles paysannes puissent et se maintenir et renforcer ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui, et à la fois innover et investir. Et du coup, vous leur donnez de l'argent, vous leur apportez de l'aide humaine? C'est quoi en fait réellement C'est beaucoup de formation, c'est beaucoup d'animation, comme on peut le faire aussi en France dans les milieux ruraux et agricoles. C'est beaucoup d'animation à la structuration d'organisations paysannes, c'est un élément clé.
Les familles seules ne peuvent rien faire. C'est de l'appui conseil, c'est de la canalisation de financements internationaux que l'on capte auprès de la Commission européenne, auprès des pouvoirs publics français, auprès de certaines fondations privées, pour des investissements qui peuvent être jugés essentiels dans la production, dans le stockage des produits, dans la préparation, la transformation, la commercialisation, etc. Un site internet où on peut retrouver toutes les infos sur, bien sûr, sur ce qui se passe. avsf.org, vous retrouverez tout. Très bien. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation dans vos projets. Jingle. Bien, alors là, j'allais dire presque un peu ému de retrouver nos invités suivants. Ému pour retrouver Teresa Corsan de Rio. Le Brésil est encore là. Et puis un petit peu craintif parce que mon chef est là, Jean-Louis Rastoin, le directeur de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Il aura fallu attendre la 11e émission quand même pour que j'invite et que je parle de mon travail. Donc vous voyez que j'ai pas fait de favoritisme. Donc Jean-Louis, tu animes en particulier dans cette conférence un atelier sur l'agriculture familiale et l'alimentation. Quelles sont un peu les grandes lignes de cet atelier et quel est le lien justement qu'il y a à faire entre agriculture familiale et alimentation? Merci Damien, tu es un excellent animateur, je dois le dire en préalable. C'est vrai, mais c'est vrai, tout le monde le dit. Alors cet atelier a pour objectif de voir quelle pourrait être la contribution des agricultures familiales au développement de systèmes alimentaires durables et responsables. Alors pourquoi on a tenu à traiter ce thème? Parce que, bon, comme on le sait, il y a une triple crise du système alimentaire mondial. La première, elle est bien connue, je n'insisterai pas, c'est changement climatique et environnement. Et les deux autres sont moins connus. C'est la santé publique. On a un véritable cataclysme en termes de santé publique à l'échelon mondial, puisque presque la moitié de la population mondiale est mal nourrie par excès ou par carence. On vient d'annoncer les chiffres sur le surpoids et l'obésité, c'est le tiers de la population mondiale. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Et pour quelle raison? C'est parce qu'on ne produit pas assez Non. Alors, le problème, c'est qu'on mange mal. On mange mal, surtout ça. Il y a assez de nourriture à l'échelle de la planète, mais on mange mal. C'est-à-dire que la nourriture n'est pas de qualité suffisante. Et il y a la troisième crise dont on a encore moins conscience, c'est la crise sociale. On est quand même dans un environnement caractérisé par le chômage, à part quelques exceptions rarissimes, et notamment le chômage des jeunes. Or, l'agriculture familiale, c'est 30% de la population active mondiale. Donc on ne va pas résoudre le problème du chômage, qui devrait se renforcer dans l'avenir, par l'exode rural tel que nous l'avons pratiqué dans les pays riches. Entendu. Donc Jean-Louis, tu disais on mange mal, c'est un des problèmes. Justement, on a Teresa Corsan qui est avec nous, grand chef cuisinier à Rio de Janeiro, où elle tient un restaurant gastronomique, au Navigador. C'est là-bas qu'on a fait connaissance. On y mange très bien, je confirme. Et Teresa, en l'occurrence, tu as la particularité de travailler avec des agriculteurs familiaux pour approvisionner en aliments pour ton restaurant. En particulier, tu travailles beaucoup sur le manioc et tu as créé un réseau de chefs cuisiniers, éco-chefs, qui travaillent donc avec l'agriculture familiale. Peut-être quelques mots pour nous décrire ce réseau et le travail particulier que tu mènes avec ces petits agriculteurs. C'est pas seulement d'acheter des aliments, mais surtout c'est pour faire du marketing. Parce que nous, le chef, nous sommes très bons en marketing. Et alors on fait les choses comme ça, le film pour montrer leur travail. Et aussi le branding. On a ce nouveau branding qui est le partenaire de agriculteur, c'est le chef, et la fourchette, tout est dit. Ou le consommateur. C'est à cause de ça que les 20 chefs sont unis à Rio pour faire le... Donc c'est pour... vous vous réunissez entre chefs et vous communiquez dessus, c'est ça? Vous voulez communiquer sur le fait que... On achète des produits pour nos restaurants, mais aussi on promouve. Vous avez ça? On promeut les agriculteurs des Rio et du Brésil. Donc les petits agriculteurs avec la bonne bouffe, les bons aliments, les bons produits, etc. Les produits traditionnels. Les produits traditionnels, parce que c'est très important de protéger ces produits-là. Et les chefs, vous êtes forcément des très grands ambassadeurs de l'alimentation. Donc que vous
fassiez un travail de promotion des petits agriculteurs, c'est évidemment forcément très efficace, en tout cas très visible. Je sais que le réseau s'étend maintenant à l'international, vous travaillez aussi aux Philippines et... Nous allons, pas encore. C'est les projets. C'est les projets, mais je pense que la gastronomie, que c'est très trendy, c'est très à la mode, oui. À la beaucoup mode, d'émissions. Et ouais. il faut être là pour le petit agriculteur. C'est un pouvoir qu'on a et je pense que c'est... Eh ben merci d'utiliser ce pouvoir. On viendra manger, à Rio. goûter, ah oui, avec plaisir. Il faut y aller, ouais. J'ai eu la chance d'y aller. Merci beaucoup. Okay. Bonne continuation. Merci à vous, à très bientôt. Jingle. Bien, on continue, on parle changement climatique, on l'a beaucoup évoqué avec nos intervenants précédents. On reçoit Emmanuel Torquebio au CIRAD, chercheur au CIRAD, et monsieur Jean-Luc Schott. En fait, quel est un peu le lien que vous pouvez faire entre l'agriculture familiale et le changement climatique? On a vu dans la conférence d'hier soir d'ouverture qu'une partie des problèmes de changement climatique étaient liés à l'agriculture. Alors, est-ce que l'agriculture familiale est une partie du problème ou une solution possible au dérèglement climatique, justement? Merci, bonjour. Oui, l'agriculture subit de plein fouet l'impact du changement climatique. Nous en avons tous entendu parler. Et l'agriculture contribue également au changement climatique car elle émet des gaz à effet de serre. De multiples solutions ont été proposées pour lutter contre le changement climatique par l'agriculture. Je voudrais insister sur deux en particulier. Une agriculture qui lutte contre le changement climatique, c'est une agriculture de la diversité. Beaucoup de cultures, beaucoup de champs, beaucoup de paysages. Ce n'est pas la monotonie. Et ensuite, une agriculture qui peut lutter contre le changement climatique, c'est une agriculture qui tente de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires en optant pour des voies, on en a parlé en séance plénière, de l'agroécologie et de la proximité avec les écosystèmes naturels. Eh bien, il se trouve que l'agriculture familiale a de nombreux atouts et est très proche de ces thématiques dont je viens de parler. L'agriculture familiale, elle aussi, est une agriculture de la diversité. Et l'agriculture familiale, elle aussi, est une agriculture qui est bien placée pour tenter de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires et de s'approcher de l'agroécologie. Parce que ce que j'allais vous demander, l'idée c'est vraiment d'enlever tous les produits, tous les pesticides, tout ce qui pollue, un peu le produit en lui-même. C'est l'objectif à long terme? L'idée est de tendre vers une situation, en effet, dans laquelle on diminue l'utilisation de produits phytosanitaires, car l'utilisation de ces produits phytosanitaires contribue en partie aux émissions de gaz à effet de serre. Et l'agriculture familiale est mieux placée que l'agriculture industrielle pour relever ces défis. Alors, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais on a vu tout à l'heure en introduction que l'agriculture familiale revêt des réalités très diverses. On a dit qu'un grand paysan de la Beauce, même si céréalier, fait de l'agriculture familiale. Pour autant, il ne soigne pas forcément la diversité, il ne soigne pas forcément les paysages. Comment est-ce qu'on joue sur cette ambiguïté ou cette ambivalence dans le grand champ de l'agriculture familiale? Effectivement, l'agriculture familiale, c'est un champ immense et toutes les formes d'agriculture familiale ne peuvent pas répondre de la même manière à ces préoccupations. Une fois de plus, ceux qui sont le plus proches de l'agriculture industrielle soumise aux marchés mondiaux auront moins de facilité que ceux qui en sont moins proches. Ça ne veut pas dire uniquement, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'agriculture misérabiliste, mais une agriculture différente. Une fois de plus, une agriculture de la diversité. D'accord. Alors, Jean-Luc Schott, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et vous menez aussi des travaux sur le lien entre agriculture familiale et changement climatique. Oui, bonjour. Donc pour rebondir sur les propos de mon collègue Emmanuel Torquebio, et on le voit en écho de ce qui s'est dit depuis hier soir, la recherche est fortement interpellée dans cette définition de l'agriculture familiale pour produire des connaissances pour les petites agricultures familiales, pour les aider à faire face à l'accélération de la croissance démographique mondiale, à l'accélération des changements climatiques. La recherche, mais aussi on demande à la recherche d'être à l'écoute pour partager avec les agriculteurs et les petits agriculteurs leur savoir. Et la recherche s'organise pour pouvoir répondre à cet ensemble d'enjeux. Elle met en place des dispositifs de partenariat avec les institutions nationales dans les pays dans lesquels notamment le CIRAD et l'IRD intervient, des laboratoires mixtes internationaux, des dispositifs en partenariat.
renforcer les compétences des chercheurs, renforcer les compétences des jeunes doctorants, mais aussi la recherche à revisiter ses modalités d'action en développant des plateformes pluridisciplinaires régionales, en associant des décideurs, en associant des organisations de la société civile, en associant des organisations paysannes et des chercheurs. Les chercheurs sont en interface dans une démarche pluridisciplinaire, multipartenariale. Vous travaillez dessus pour tous ensemble. Absolument, et l'idée c'est à l'échelle régionale bénéficier des succès au Bénin pour des agriculteurs en milieu sahélien, et donc ça c'est vraiment on revisite les paradigmes et les modalités d'intervention, notamment en Afrique de l'Ouest, mais dans d'autres pays aussi. Et donc peut-être justement un exemple précis de recherche vraiment en partenariat ou co-participative avec les petits agriculteurs qui mènerait à des résultats probants. Vous aurez quelques exemples à nous donner? Il y a des travaux des équipes qui ont été menés sur un processus très complexe qui est la symbiose, la fixation d'azote, qui est maintenant, on produit des inoculums, et il y a tout un réseau d'agriculteurs en Afrique de l'Ouest qui bénéficient des savoirs qui sortent des laboratoires, mais qui bénéficient aussi aux chercheurs qui adaptent leur technologie pour pouvoir la diffuser auprès des agriculteurs et des organisations paysannes. Et est-ce que la solution, je ne sais pas, finalement, d'avoir sa petite poule, son petit lapin et son petit potager à la maison et finalement de faire son agriculture, est-ce que c'est pas la solution c'est l'une des solutions. On parlait de diversité. Il y en a plusieurs, c'est ça? On n'a pas, entre un paysan qui est au Niger ou un paysan qui est au Bénin ou au Cameroun, des solutions qui sont toutes faites. Au contraire, c'est d'où l'idée d'avoir une approche régionale, multipartenariale et multi-acteurs. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, à très bientôt. Bonjour, alors Yves Vigourou, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Vous vous intéressez à la question des paysages de l'agriculture familiale. Donc on a vu que cette agriculture familiale est parée d'un certain nombre de vertus. On vient de parler de biodiversité qui permet de lutter contre le changement climatique. Et vraisemblablement, donc l'agriculture familiale permettrait aussi de maintenir les paysages et donc d'œuvrer en matière de respect de la biodiversité. Donc l'agriculture familiale, effectivement, surtout dans les pays du Sud à l'heure actuelle, maintient une très forte biodiversité, notamment en termes variétal, c'est-à-dire en termes de diversité de différentes espèces et de différentes variétés à l'intérieur d'une espèce donnée. Donc ça, c'est un héritage de 12 000 ans d'histoire d'agriculture, et on le trouve très fortement dans les pays du Sud. Cette biodiversité variétale locale, elle a été largement... elle est encore largement utilisée et largement modifiée aujourd'hui pour l'adaptation justement à de nouvelles contraintes, notamment des contraintes environnementales comme le climat. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des endroits, j'allais dire vraiment type ou modèle de paysages particulièrement préservés, des systèmes agricoles où le paysage a été particulièrement préservé? Est-ce qu'il y a quelques exemples comme ça à travers le monde de paysages typiques qui à la limite même peut-être sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO? Je ne sais pas, est-ce que ça existe? Alors, on s'intéressait peut-être plus récemment à l'évolution des paysages comme ça, et notamment en termes variétaux. Mais ce qu'on démontre, c'est que dans certains pays, il y a un très grand maintien de cette diversité. À une échelle d'une trentaine d'années, on retrouve les mêmes variétés préservées, alors que dans d'autres paysages, notamment les paysages du Nord, en Europe, mais aussi en Amérique, certaines variétés ont pris le dessus, et notamment des variétés améliorées, et on trouve une diversité relativement faible dans ces paysages-là du Nord, alors que dans les paysages du Sud, cette diversité est maintenue. Quand on parle de paysage, on a l'impression qu'on parle que de terre, mais le côté eau, mer, c'est une problématique aussi. Il y a de l'agriculture aussi qui se passe dedans. Enfin, comment ça... Donc nous, on s'intéresse principalement à la partie agricole et assez peu aux espaces côtiers et maritimes. Donc notre domaine d'expertise est plutôt la partie mais c'est une problématique quand même. L'eau, ça fait partie de vos problématiques aussi. Oui, l'eau est une grande problématique en termes agricoles, surtout qu'une très grande partie de l'agriculture des pays du Sud est une agriculture pluviale, où l'irrigation est relativement faible, sauf dans certaines zones. Donc, quand on considère le riz, on a une agriculture qui est effectivement irriguée. En Asie, en Afrique, c'est l'agriculture pluviale du riz qui prédomine, alors que l'agriculture irriguée du riz est largement... faible. Et vous étudiez des solutions alternatives un peu pour tout, un petit peu, enfin, entre les pesticides, entre l'eau, entre la régulation des sols, etc. On essaie de trouver des solutions différentes un peu d'agriculture.
Ce qu'on essaie de comprendre au niveau des paysages, c'est comment la diversité permet de s'adapter. C'est-à-dire comment différentes variétés, face à un phénomène annuel, une sécheresse, cette diversité va permettre que certaines variétés vont produire et donc fournir de la nourriture aux populations locales. C'est laisser sa place à tout le monde. Voilà, mais c'est la diversité qui le permet. C'est-à-dire que certaines variétés vont être précoces et dans certaines conditions, elles vont donner des graines, alors que certaines variétés vont être tardives et elles vont donner beaucoup plus de graines dans des conditions beaucoup plus humides. Et la forte variabilité environnementale fait que cette diversité permet de tamponner les effets du climat. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de paysages particulièrement bien conservés que vous étudiez? Donc, en Afrique de l'Ouest, les paysages sur lesquels on travaille le plus et qui sont le plus conservés, c'est au Niger notamment. On a une très forte conservation des variétés. Maintenant, il faut avoir conscience que la surface cultivée est en train d'augmenter de manière très très forte dans ces pays. Elle a doublé en 20 ans. Ce qui veut dire qu'on utilise de plus en plus les paysages naturels pour faire de l'agriculture. On peut retrouver toutes ces infos sur un site, quelque part? Oui, donc sur le site de l'UMR Diad. D'accord. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Jingle. Bien, Dominique Hervé, bonjour à vous. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Et on a beaucoup parlé d'agriculture familiale, de paysage, de biodiversité. On essaie de renseigner cette agriculture familiale et il y a une technologie pour renseigner, justement, c'est la télédétection. Et vous travaillez, vous, justement, à développer cet outil-là pour observer, j'imagine, un certain nombre d'exploitations et peut-être nous expliquer ce que vous cherchez à observer, justement. Merci beaucoup. Alors effectivement, la télédétection, on pense tout de suite à la gestion de l'environnement, donc la météo, le changement climatique. On pense à des grands écosystèmes, la forêt, la mangrove, les oasis, qui sont en voie de disparition. Et on oublie peut-être, et on pense aussi aux catastrophes, avant, après un tsunami, avant, après une éruption volcanique. Effectivement, des images spatiales, aériennes, peuvent permettre de comparer l'avant et l'après. Mais on oublie peut-être que gestion des ressources renouvelables, ça implique gestion. Donc ça implique des femmes et des hommes qui collectent, qui récoltent, qui s'alimentent, qui élèvent des animaux, qui élèvent des poissons. Et donc, pour capter cette gestion des ressources renouvelables, il faut descendre d'échelle. Il faut passer au bassin versant, il faut passer aux parcelles. Et souvent, la petite agriculture paysanne, elle cultive des parcelles de moins d'1 hectare. Donc, on est en limite des outils actuels. Alors, il est sûr que on est passé des photos aériennes à la télédétection, donc avec des images satellites, qu'il y a un mouvement très général vers la très haute résolution, ce qu'on appelle THR, la très, très haute résolution. Donc, on est passé de, disons, 30 mètres, des résolutions au sol 30 mètres, 10 mètres. En fait, c'est quoi la télédétection? Maintenant, on en est à 1 mètre. Donc, on a des outils très performants. Quand vous parlez de télédétection, c'est quoi la télédétection? C'est des images. C'est des images, on prend des photos envoyées du ciel et qui reviennent, après être passées sur la surface du globe, dans le capteur. Et le capteur mesure la différence. Donc il mesure la réponse spectrale, il mesure un peu ce qu'on voit. Mais, et c'est pour vous donner une idée de quoi? Du nombre de champs? Les photos aériennes, on les voit. Les satellites, ce qu'ils mesurent, c'est ce qu'on appelle le pixel. C'est quelque chose qui subit un traitement informatique et mathématique pour en sortir une image. Donc il y a tout un appareil quand même informatique. Et cette image, il faut la confronter à la réalité pour pouvoir en déduire avec certitude quel est le contenu. Quelles sont les limites? Par exemple, des limites de parcelles, on peut les voir. Donc, les limites de parcelles, c'est la propriété. Et aussi, quel est le végétal? Donc, des forêts, non-forêts, des types de cultures irriguées, non irriguées. On arrive à le voir. Donc, l'intérêt principal, c'est les changements. C'est mesurer des changements entre des dates d'images. Et à partir de la compréhension du changement passé, on peut remonter jusqu'à 50 ans avec les premières images aériennes, ensuite les satellites qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus performants. Donc sur à peu près 50 ans, essayer d'anticiper les changements à venir. D'accord, et donc là vous êtes capable, vous avez dit, au mètre près, de pouvoir télédétecter. Alors ce sont les évolutions les plus récentes, elles sont très applicables et très appliquées dans le milieu urbain, dans le bâti urbain. Beaucoup moins sur les dynamiques forestières et encore moins sur les mosaïques où
cohabitent différents types d'agriculture, différentes tailles de parcelles. Et l'avantage, en tous les cas, d'avoir une vue d'en haut, c'est qu'on peut voir les différentes agricultures au sol et leur évolution. D'accord. Alors concrètement, là, en ce moment, vous êtes en train de chercher quelles évolutions sur quel type d'agriculture? Alors, en ce moment, on travaille sur les transitions post-forestières à Madagascar. Donc on parle beaucoup de brûlis, de disparition de la forêt, mais la forêt, elle régénère aussi, dans le cadre des forêts humides. Et il y a une dynamique qui ne concerne pas uniquement la forêt, mais culture, jachère, plantation, pour comprendre ce qui peut être fait dans l'avenir, connaissant on a une série sur 50 ans. Voilà. Il y a un site de la maison de la télédétection alors, moi, je travaille avec la maison de la détection, mais je suis dans une UMR qui s'appelle GRED. D'accord. GRED. Ok. Et qui travaille à Madagascar sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jingle. Allez, retour à domicile, j'allais dire, avec des collègues de Montpellier Supagro, Betty Vampleur, où tu es enseignante-chercheur à l'Institut des régions chaudes, et Mona Leroy, qui est étudiante. Voilà, à l'IRC aussi, à l'Institut des régions chaudes, étudiante agronome. Donc, il va y avoir, à la suite de ces 2 jours de colloque ici au Corom, 3 jours de conférence à l'Institut des régions chaudes à Montpellier sur le site d'Agropolis sur l'installation des jeunes agriculteurs. Betty, tu es la cheville ouvrière organisatrice de cet événement. Quelques mots pour nous y convier. Oui, donc l'installation en agriculture, en fait, des jeunes en agriculture familiale dans les pays du Sud, c'est un grand problème aujourd'hui, c'est un grand enjeu pour les pays. C'est un enjeu face à une démographie très importante, des cohortes de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et que les industries et le secteur tertiaire ne peuvent pas tous absorber, alors que les agricultures familiales, au contraire, ont besoin de main-d'œuvre et offrent des modèles de développement qui peuvent absorber cette main-d'œuvre. Donc, un enjeu au niveau macro et un enjeu bien sûr aussi au niveau des agricultures familiales elles-mêmes pour leur renouvellement et pour leur modernisation. Aujourd'hui, au nord, ces questions ont été traitées par des politiques publiques. Au sud, il y a très peu de choses qui sont faites en appui à l'installation en agriculture. Et donc, un certain nombre de pays aujourd'hui se préoccupent fortement de cette question. Il y a très peu de matériaux, tant du côté de la recherche que du côté de développement. Et donc, nous avons organisé ce colloque comme un échange entre praticiens, entre chercheurs, pour explorer cette question de l'installation et des différents facteurs qui sont aujourd'hui des obstacles à l'installation de ces jeunes en agriculture. Moi, j'ai une petite question, c'est comment on fait pour motiver les jeunes, bon, peut-être un peu plus... Moi, en général, maintenant, les jeunes ont envie de faire des études. Comment on fait pour les motiver pour devenir agriculteurs? C'est pas évident, alors je sais pas si... Au Sud, cette question, c'est une question cruciale parce qu'aujourd'hui, les agricultures familiales, bon, on fait des colloques sur les agricultures familiales, mais les jeunes du Sud ne veulent plus rentrer en agriculture familiale, ne veulent plus s'installer en agriculture familiale. Donc, c'est un vrai problème. Donc, les motiver, ça veut dire leur offrir un modèle économique qui permette d'en vivre. Ça veut dire leur offrir une insertion sociale qui permette de vivre dans les territoires, qui permette de vivre localement. Et ça veut dire aussi changer globalement la vision qu'on a de l'agriculture familiale. D'où l'importance de ce type d'événement ici et des formations aussi. Alors, au nord, la question est un peu différente. Voilà. Alors, moi, je suis, comme vous l'avez dit, étudiant de MOCAS, donc Marché, Organisation, Qualité, Service au Sud, qui est une spécialisation d'ingénieur et de master, et qui nous apprend à accompagner les processus de transformation des agricultures familiales au Sud. Et je suis ici pour vous présenter un film que nous avons réalisé et qui sera diffusé le 4 juin à l'Institut des régions chaudes à 16h30. Voilà. En fait, chaque année, la promotion MOCAS participe à une formation à travers un stage collectif qui s'intitule « Apprendre par la mise en situation professionnelle ». Et cette année, l'objectif était de comprendre comment les jeunes agriculteurs sont accompagnés dans leur installation en France et de comprendre comment cette expérience, qu'est-ce que cette expérience peut apporter à la réflexion qui se pose actuellement dans les pays du Sud. Voilà, et ce film a été réalisé plus spécifiquement en appui au programme AFOP du Cameroun, qui a assuré une vaste rénovation du dispositif de formation professionnelle agricole au Cameroun et qui là est en charge de mettre en place un dispositif d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs. Parfait. Et ben, on vous souhaite un bon film, de bonnes fins d'études. Merci. Jingle. Merci.
Alain Rival, chercheur aussi au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Oui. Et vous développez un module Sud Biotech avec pour objectif de former des étudiants, des chercheurs aux biotechnologies. Dont on sait qu'elles sont un petit peu décriées, enfin c'est en tout cas c'est la thématique des OGM, après des biotech peut-être en général, mais qu'est-ce que peut apporter donc ce module de formation? Ouais, la première des actions, c'est la démystification, justement, c'est de faire manipuler, de faire appréhender par les apprenants. Alors c'est un module de master, mais qui est ouvert au cadre des instituts de recherche agricole et aussi aux anciens chercheurs, très ouvert sur la société civile. On a eu des médecins, on a eu des journalistes, on a eu des juristes. Et on donne les bases biologiques des biotechnologies, c'est-à-dire sur quoi sont basées les biotechnologies, sur quelle capacité du vivant on s'appuie, les utilisations, les risques et l'acceptation, les risques religieux, éthiques, les comités du génie biologique, puisque l'idée c'est former des chercheurs, des jeunes chercheurs rompus à ces techniques, mais aussi des cadres qui soient capables d'aider les prises de décision de manière informée en ayant eux-mêmes pratiqué. D'accord, donc ça veut dire qu'on apprend en effet à la fois des biotechnologies, mais aussi l'encadrement juridique autour des biotechnologies. C'est à la demande. Chaque promotion arrive avec ses demandes spécifiques. On est 3 enseignants ou 4 venant de France, plus une équipe béninoise. On se relaie pour répondre à l'éventail de questions qui surgit. On voit un petit peu comment ça se passe. Au niveau matériel, au niveau organisation, c'est compliqué à mettre en place à distance. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des financements récurrents. En recherche, c'est déjà pas facile, mais en enseignement, si on veut capitaliser sur ce qui se passe sur les promotions précédentes, accompagner ces apprenants qui deviennent maîtres de conférences et puis professeurs, bon, pour l'instant, on en est au 5e atelier, j'en reviens, je suis rentré ce matin, ça s'est très bien passé. On avait une promotion très homogène qui était plus, elle, attirée par le côté technique, qui voulait manipuler, puisque maintenant avec les MOOC, avec les campus numériques, l'accès à l'information est plus tellement une contrainte en Afrique. Ce qui reste à développer, c'est l'aspect découverte expérimentale, qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut un petit peu de matériel. Mais on a simplifié les protocoles, on les a rendus plus attractifs, plus amusants, plus brefs, pour qu'on ait vraiment l'impression de toucher du doigt ce que c'est que l'ADN, que c'est qu'une cellule, ce que c'est qu'un plan, un bébé éprouvette de palmier, de riz ou de Et les jeunes, de ils ont tabac. envie d'apprendre ce genre de choses, ils sont à demande. Ils ont un appétit effarant. On est toujours épaté par cette... on fait des sessions de 8h à 20h. À 20h, on dit en plaisantant, bon, il en reste encore une. Personne rigole, tout le monde est prêt. Ok, non, c'est bon, c'était pour rien. Voilà, donc il y a un appétit féroce de connaissances et de ne pas louper le train, de ne pas se dire on va choisir telle ou telle application biotechnologique. C'est aussi applicable aux agricultures familiales, il n'y a pas de raison. Savoir, ouais. Voilà, ils veulent savoir avant de se laisser un peu entraîner dans le débat sans avoir de base biologique sérieuse. Et donc concrètement, c'est-à-dire que c'est un atelier itinérant que vous proposez dans différents pays ou ça se passe Alors, on l'a conçu, on cherche des sponsors pour le faire itinérant, puisque là, on a fait venir au Bénin, sur les 25, on avait 4 apprenants qui venaient de Lomé, donc d'un pays voisin. On a déposé des projets, on croise les doigts, on touche du bois pour avoir une dimension un petit peu plus régionale, exporter vers le Niger, et puis l'Algérie est demandeuse aussi, le Liban. Vous cherchez des gens pour vous aider, pour vous accompagner dans ce genre de projet Oui, bien sûr. Et comment ça se passe? Quels critères de sélection pour vous accompagner? Il faut être très souple, très aimer ça, je crois, il faut être passionné, c'est un faut avoir métier, envie de donner. C'est ça. Voilà, et puis on est très vite récompensé par cet appétit d'apprendre qui est constant. Donc il faut pas avoir peur de reprendre des protocoles complexes, de les simplifier sans les dénaturer. Pour l'enseignant, c'est un jeu très intéressant puisqu'on est soumis à des feux de questions, ça part dans tous les sens, on essaie de serrer, on essaie de concevoir des manipulations qui permettent d'apprendre ces réponses. Bon, en une semaine, à 25 personnes, on ne peut pas tout faire, mais voilà, on a amélioré les infrastructures, on a fait un petit investissement. On a eu de l'argent de bailleurs divers. Et il y a un site où on peut s'inscrire, où on peut voir tout ça? Oui, un site Sud Biotech qui est hébergé par le CIRAD et qui est ouvert, qui vous donnera beaucoup d'informations, y compris le petit film réalisé par Luc Marquis qui tourne en ce moment. Par Luc. Parfait, Yes. merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup, jingle.
Gaël Courcou, vous vous occupez à l'Institut de recherche pour le développement d'un site internet spécialisé sur l'agriculture familiale. Et donc en cette année internationale des agricultures familiales, vous avez créé un site internet dédié. Quelques mots pour nous le décrire ? Oui, bonjour. Donc, l'IRD a réalisé un dossier thématique Sud en ligne. Donc, c'est effectivement un site web qui réunit différents contenus pour expliquer au grand public les recherches qui sont menées sur l'agriculture familiale. Donc, il y a une première rubrique qui décrit les défis de l'agriculture familiale et comment les chercheurs viennent en appui aux communautés paysannes des pays du Sud pour relever les 3 grands défis de l'agriculture familiale, donc qui sont nourrir les hommes, préserver l'environnement, lutter contre la pauvreté. Donc à travers des diaporamas photos, on explique les recherches. On peut également parcourir une exposition en ligne sur les agricultures familiales dans les pays du Sud, donc dans toute leur diversité. Et on propose également un jeu concours en ligne avec un livret-jeu à télécharger qu'on remplit pour obtenir un code secret et ensuite s'inscrire en ligne. Et les questions que se pose le grand public, c'est quoi ? Quelles sont les questions que se pose le grand public ? Puisque c'est à destination du grand public. C'est quoi ? C'est de savoir qu'est-ce qu'on mange, comment on va le manger plus tard, alors la qualité, la quantité. Bon, là, en fait, il y a de multiples questions. C'est déjà qu'est-ce que l'agriculture familiale ? Quelles sont les agricultures familiales dans le monde ? Qu'est-ce qu'elles peuvent proposer peut-être comme modèle alternatif à l'industrie agricole, comment on peut nourrir la planète à l'horizon 2050, comment 40% de la population de la planète obtient des revenus substantiels de cette agriculture. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de montrer sur ce site et d'expliquer. Sur des questions à long terme aussi. Voilà, donc on peut également justement visionner un film réalisé par le service audiovisuel de l'IRD avec un exemple d'agriculture familiale et de ses problématiques, qui s'appelle Monsieur Albert a un problème, et c'est sur la culture du café à Madagascar. Ensuite, il y a une rubrique agenda. Il y a des petits trucs et astuces, je sais pas, pour mieux gérer ses aliments, son comportement, etc. Enfin, nous aussi à la maison, comment. Non, alors là, c'est vrai qu'on est. Des choses à faire nous aussi. Alors là, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce détail-là. On propose plus au grand public de découvrir les recherches et puis de se rendre au rendez-vous dans l'année, qu'on peut retrouver sur le site. Alors, je donne quand même l'adresse. Oui, évidemment. Voilà. On voit des images qui défilent de Monsieur Albert à Madagascar. Donc, peut-être vous nous donnez l'adresse du site internet. Donc c'est www.sud avec un s-en-ligne.ird.fr/agriculture, tout court. Alors, vous parlez d'un concours. Donnez-nous envie d'y participer. Qu'est-ce qu'on y gagne? Un voyage à Madagascar pour Alors non, il y a comme l'autre, donc il y aura un tirage au sort lors de la fête de la science en octobre, et donc pour gagner un appareil photo numérique, des tirages photos, des clés USB, des livres, etc. Enfin, il y a pas mal de lots. Voilà. Entendu. Écoutez, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite plein de réussite sur ce site internet, beaucoup de visites, c'est ça qu'on doit vous souhaiter. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Jingle. Rubrique étudiante, toujours chère à Campus Mag Languedoc-Roussillon, avec des étudiants de Montpellier Supagro, Magali, Céline, pardon, et Jérémy. Alors, il faut prendre vos micros. Et vous êtes d'une association Sac à dos ? Agro et Sac à dos. Agro et Sac à dos. Et vous partez, et moi j'ai rencontré certains de vos collègues, vous partez pour tourner un film sur les agricultures familiales ? Alors c'est presque ça. Donc en fait on fait partie d'un collectif d'une 40aine d'étudiantes donc de Montpellier Supagro, donc dans l'association Agro et Sac à dos. Et nous avons décidé en fait pour l'année internationale de l'agriculture familiale de monter un projet de film qui mette en valeur nos différents stages de fin d'études respectifs. Donc l'objectif est de montrer la diversité de l'agriculture familiale dans le monde et d'avoir une diffusion la plus large possible. Donc pour cela, on a différents supports, le principal étant le film de 52 minutes, réalisé par un réalisateur professionnel qui nous a rejoints pour cette occasion et qui va se rendre sur seulement 4 stages. Puisque le temps imparti ne nous permet pas de faire tous les stages. Donc il va se rendre en Inde, au Cameroun, en Équateur et en France pour couvrir les 4 continents. Donc c'est lui qui se déplace. Ça fait partie de vos études, ça ?
Nos études, c'est les stages en fait. D'accord. Donc on est en stage faites, et le réalisateur, lui, va réaliser le film à partir du travail qu'on a réalisé sur les stages et il se basera sur 4 lieux de stage. Par contre, les autres stages seront valorisés d'une autre façon, donc à travers des blogs et des articles qui seront visibles sur notre site internet qui est agriculturefamiliale.com. Et voilà, sur lequel on pourra retrouver ces blogs et articles qui seront d'ailleurs relus par un comité scientifique qui nous a rejoint pour l'occasion, qui nous soutient dans cette initiative, qui nous permettra d'avoir une qualité scientifique la plus élevée possible. D'accord. Et alors toi, ton stage de fin d'études, tu vas le mener où? Est-ce que tu es dans ces pays visés par le film ou non? Alors le collectif est majoritairement étudiant. Il y a 2 non-étudiants dont je fais partie. Moi je suis diplômé pas de l'école d'agriculture mais de la faculté en écologie. Et je travaille actuellement comme ingénieur d'études en agroforesterie à l'INRA sur Montpellier. Donc j'accompagne le collectif étudiant pour les démarches, pour les finances, pour financer le projet. Et je suis un peu sur le fond de la question parce que c'est un enjeu qui m'intéresse beaucoup, notamment sur la méthodologie d'enquête, comment mettre en image les arguments qu'on souhaite montrer au grand public. Et l'idée c'est de faire un film qui n'est pas militant mais plutôt un peu basé avec une qualité scientifique, donc avec une argumentation. C'est à quelle destination le film en fait? C'est pour le projeter à Montpellier, c'est pour les étudiants leur donner envie de venir? Alors ouais, on cible un public très large, on a envie donc on a un format de 52 minutes, donc qui est un format qui passe à la télé. Donc on espère passer France à la 5, télé aussi, et par les réseaux de diffusion, internet, voilà. Aussi les réseaux sociaux et peut-être si on a des gros financements par les réseaux de diffusion de nos gros financeurs. D'accord. Alors toi, ton stage de fin d'études, tu le fais où? Donc moi je fais mon stage de fin d'études à Montpellier, donc c'est pour ça que je peux présenter le film ici du coup. Et je travaille sur les espaces tests agricoles, qui sont des espaces tests qui ont été montés pour accompagner en fait les jeunes en France qui veulent s'installer et qui sont essentiellement non issus du milieu agricole. Donc qui rencontrent des contraintes pour trouver du foncier, pour s'insérer sur les territoires, se faire une expérience. Donc ces espaces tests permettent à ces personnes de tester leur production en prenant le minimum de risques. Donc c'est une forme d'accompagnement à l'installation et c'est spécifique à la France. Mais voilà. D'accord, donc pas d'Équateur en ce qui te concerne. On a vu qu'il y a un certain nombre de films, on vient de le voir sur le site internet de l'IRD, qui ont été tournés évidemment spécialement pour cette année de l'agriculture familiale. La FAO aussi a des films de présentation. Du coup, bon, un certain nombre de films existent déjà. Quel est le parti pris ou l'originalité qui serait de ce film-là? Notre valeur ajoutée, on se base un peu sur vraiment le terrain. Parce qu'on est une quarantaine d'étudiants, on couvre tous les continents. On se base sur la diversité qu'on va pouvoir avoir et le film va vraiment se baser sur des expériences de terrain avec les rencontres des paysans et c'est vraiment là-dessus qu'on veut s'appuyer pour présenter un film qui soit original parmi tout ce qui va pouvoir être présenté cette année. Voilà. D'accord. Parfait, on vous souhaite de bons travaux. Et on appelle France 5 pour la diffusion, c'est ça du film? Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Eh bien écoutez, une émission, me semble-t-il, ben oui. Hein, ça sent la fin, ça sent l'été, ça sent les vacances. C'est la dernière de l'année, merci Julien. Ça sent la plage et les bikinis. Voilà, c'est ça, tout à fait. Eh ben, merci à tout le monde, encore une fois, toute l'équipe technique, tous les services de communication, de diffusion, d'édition. Bravo à tous pour cette belle aventure de Campus Mag. Merci beaucoup. Tout le monde. Il y a toujours les mêmes qui sont là. Merci Damien, merci à toute l'équipe. On va se faire nous maintenant des petites vacances. Un bel apéro tous ensemble parce qu'on a bien mérité tous de fêter ça et de travailler tous ensemble. C'est un vrai plaisir. Donc à l'année prochaine, toujours à Montpellier, c'est ça? Yes. Merci beaucoup.